George Sand est sans doute la plus grande auteure féminine du 19e siècle. Elle se distingue des rares femmes qui osent écrire à son époque et gagne le statut de star scandaleuse de la littérature. Femme émancipée, elle tient à vivre sa vie à l'égal des hommes. Elle gagne son propre argent et choisit elle-même ses amants parmi les autres célébrités de son temps. En abordant la quarantaine, George Sand s'éveille à la politique. Passionnée par la justice, fondamentalement républicaine, elle défend de façon romantique la cause d'un peuple qu'au fond, elle ne connaît pas vraiment. Voilà pourquoi la Deuxième République ne sera finalement que déception. Mais passion après passion, Sand a mené sa vie comme elle le voulait, et c'est ce qui la rend si touchante aujourd'hui. Je suis Virginie Giraud et je vous emmène au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. George Sand, pour la liberté. Épisode 1, comme un garçon. Nous sommes à Paris au début des années 1830. George Sand, à même pas 30 ans, est la nouvelle coqueluche de la capitale. Son premier roman, Indiana, lui a donné une place de choix au sein de la jeune génération des auteurs de premier plan. Traiter le sujet du désir amoureux et de la passion au sein de la bourgeoisie, il fallait oser quand même. Je rappelle que Flaubert n'écrira Madame Bovary que 25 ans plus tard. En s'emparant de ce sujet si quotidien et intime, la jeune femme a créé quelque chose de tout à fait nouveau en littérature. Curieux de ce petit phénomène, Balzac invite George Sand à dîner. À cette époque, Balzac a environ 35 ans. La peau de chagrin a déjà eu un certain succès, mais il n'a pas encore écrit ses chefs-d'œuvre. Il est immédiatement subjugué par cette toute petite femme qui arrive dans son entresol modeste de la rue de Cassini. Elle a des cheveux noirs, le teint olivâtre, d'immenses yeux foncés à la fois doux et vifs. Elle est plus charmante qu'elle n'est belle. Mais surtout, elle est habillée en homme avec une redingote, un gilet brodé et un pantalon. Elle a toujours une cigarette entre les doigts qui lui donne une étrange contenance au milieu de son nuage de fumée bleutée. Dans son journal intime, Balzac écrit à son sujet « La femme est une étrange locomotive ». Les deux écrivains deviennent amis et dînent souvent ensemble. Il faut dire que si Balzac ne juge pas les excentricités de Sand, c'est parce qu'il a aussi les siennes. Un soir, il ne résiste pas à l'envie de montrer à Georges, avec la joie d'une petite fille selon les mots mêmes de Sand, sa nouvelle robe de chambre. Après l'avoir passée, tenant un bougeoir à la main, il propose à Georges de la raccompagner chez elle. Mais il n'y pense pas, il va se faire assassiner dans cette tenue. Balzac rétorque qu'ainsi vêtu, on le prendra pour un fou ou un prince, et que personne n'osera l'attaquer. Voilà donc Sand et Balzac qui marchent ensemble dans les rues noires et désertes du Paris nocturne, l'une habillée en homme, l'autre en robe de chambre, une bougie à la main. Cette capacité à se moquer du regard des autres, à vivre au gré de ses lubies, c'est sans doute ça qui caractérise le mieux un véritable artiste. George Sand, de son propre aveu, est la fille d'un patricien et d'une bohémienne. Son père, Maurice Dupin de Franqueuil, est un officier napoléonien dans les troupes de Joachim Murat. Sa mère, Sophie Victoire de la Borde, est une cantinière de la troupe, ou plus vraisemblablement, une fille à soldat qui compte sur son joli minois pour trouver un mari riche. Maurice épouse Sophie un mois avant la naissance de leur fille Aurore en 1804. La mère de Maurice, Marie-Aurore de Saxe, est mise devant le fait accompli. Cette descendante du maréchal de Saxe, qui se dit cousine de tous les rois européens, est dévastée par cette mésalliance, mais elle fond dès qu'on lui met sa petite fille entre les bras. La petite a les mêmes yeux immenses que Maurice et Marie-Aurore. Voilà pourquoi cette dernière accepte d'accueillir la petite famille dans sa belle demeure de Nohant, dans le Berry, où elle s'est réfugiée pour fuir la Révolution française. Mais ce bonheur va être écourté par un drame. Un soir de l'été 1808, Maurice rentre d'un dîner près de Nohant. Son cheval, effrayé par on ne sait quoi, fait un bond et désarçonne son cavalier. La tête de Maurice heurte un tas de pierres. Il meurt sur le coup. Marie-Aurore est dévastée par le décès de son fils. Peu après, elle chasse sa belle-fille de chez elle en lui offrant une belle rente annuelle en échange de la garde d'Aurore.
la petite fille a l'horrible sentiment d'avoir été vendue par sa mère. Mais c'est peut-être un mal pour un bien. Marie-Aurore élève sa petite fille comme elle a élevé son fils, avec beaucoup d'amour et toute la liberté qu'on offre d'ordinaire aux garçons. La petite Aurore passe des après-midi entiers à jouer, à courir dans les bois avec les garçons du village. Elle monte à cheval et sa grand-mère l'appelle parfois « mon fils ». Et en même temps, quand elle est au château, elle lit pour sa grand-mère, joue du piano et porte des jolies robes. À une époque où l'éducation des femmes est d'une rare indigence, la future Georges a droit au meilleur de l'instruction des garçons et des filles, des acquis qui vont structurer son existence. Marie-Aurore de Saxe tombe malade alors qu'Aurore a 17 ans. Avant de mourir, elle lui murmure « Tu perds ta meilleure amie », sous-entendu, celle qui lui permet d'être libre. Maintenant, il va falloir se plier aux attentes de la société. Alors Aurore se marie au baron Casimir du Devant. Elle mène une vie d'aristocrate champêtre auprès d'un mari, certes pas méchant, mais qui ne partage pas son goût pour l'art. Après avoir mis au monde 2 enfants, Maurice, doté des yeux immenses des Saxes, et Solange, Aurore s'ennuie et se décide à prendre des amants. Ses relations avec son mari se dégradent, alors elle ose faire quelque chose d'absolument incroyable pour son époque. Au début des années 1830, la baronne du Devant s'enfuit à Paris avec son amant du moment, Jules Sandeau, un ravissant Apollon blond qui rêve d'être écrivain. Dans les années 1830, la presse est en plein boom. Tout aspirant écrivain fait ses premières armes dans les journaux. Évidemment, les plus sérieux ne comptent aucune femme parmi leurs collaborateurs et les autres les admettent à condition qu'elles ne signent pas leurs articles ou qu'elles se limitent à apposer leurs initiales. Aurore commence à gagner un petit peu d'argent en écrivant pour Le Figaro. Elle publie un premier roman à 4 mains avec Jules Sandeau sous le nom de Sande, puis elle se lance elle-même dans l'écriture de son premier opus, Indiana. C'est à cette époque qu'elle s'invente son nom de plume. Georges, parce que c'est un prénom berrichon et que c'est masculin. Aurore ne veut pas être une femme qui écrit, elle veut être un écrivain, à l'égal des hommes. Et Sande, parce que le nom commençait à être connu dans le milieu de l'édition. Le succès est au rendez-vous. En plus, le nouvel écrivain à la mode a obtenu une autorisation de la préfecture pour se travestir. Le port du pantalon est alors interdit aux femmes, sauf autorisation spéciale, et le personnage qu'elle s'est forgé plaît autant que sa plume. George Sand est subversive, émancipée, indépendante, en totale contradiction avec le modèle féminin de son temps. Sans doute un peu jaloux, Baudelaire, qui est un bourgeois proto-punk, la traite de latrine et Jules Renard de vache à roman. Mais à part eux, elle a mis Paris à ses genoux tant elle est iconoclaste. Georges s'habille en homme, drague les hommes qui lui plaisent avec la même liberté qu'un homme et écrit comme un homme. Elle n'en est pas moins une femme. Elle est même la plus féminine des femmes selon son prochain amant. En 1833, à l'occasion d'une soirée organisée par la Revue des Deux Mondes, George Sand rencontre le petit génie de la littérature. Il a 22 ans, il est talentueux, grand, très beau, blond aux yeux bleus. Il est atrocement cynique et n'éprouve de joie que lorsqu'il choque son monde et brise le cœur des femmes. Ce prince de la littérature, vous l'avez peut-être déjà reconnu, c'est Alfred de Musset. Entre ces 2 nouvelles stars des lettres, c'est le coup de foudre et le début d'une passion incandescente. Après leur rencontre, Alfred écrit à Georges « Je vous aime comme un enfant ». Cette déclaration touche l'écrivain au cœur, elle qui aime avoir le dessus sur ses amants tout en les maternant. Alfred et Georges s'aiment sous les toits de Paris, dans le petit appartement du poète. Il la dessine constamment pour fixer son charme sur le papier comme s'il voulait arrêter le temps. En quête de lune de miel, Georges propose à Alfred de partir tous les deux en randonnée à Fontainebleau. L'écrivain adore marcher dans la nature et ça, ce n'est pas banal pour une femme de son temps. Musset, le citadin, doit être stressé par cette nature hostile parce qu'au 3e jour de ce voyage, un drame survient. Musset fait une crise psychotique. Il a des hallucinations terrifiantes. George Sand est épouvanté. Elle comprend que son bel amant est torturé,
Mais que faire à une époque où la psychiatrie est balbutiante? Rien, et espérer que ça ne se reproduise plus. Pour conjurer ses démons, Musset accepte de partir avec Sand en Italie à la fin de l'année 1833. L'arrivée à Venise est un enchantement. Le couple descend à l'hôtel d'Agnelli, près de la basilique San Marco. C'est un superbe palais vénitien où l'on est ébloui par les marbres et les dorures. Mais ce décor de théâtre romantique va devenir la scène d'une pièce tragique. D'abord, Georges tombe malade. Elle souffre d'un épisode de dysenterie. Musset n'a pas l'intention de lui tenir les cheveux pendant qu'elle vomit. Il s'enfuit dans les trattorias et profite des beautés locales. Lorsqu'il rentre à l'aube, il est accueilli par des reproches. Il rétorque par des insultes et jure à Georges qu'il ne l'a jamais aimé. Pour nos auditeurs qui croient au karma, c'est là que Musset paye ses mauvaises actions. Alors que Sand recouvre la santé, Musset tombe malade. Il souffre de sortes de fièvre avec des épisodes psychotiques. Sand fait venir un médecin à son chevet, le beau Pietro Pagello, et elle se console avec cet Italien délicat qui la regarde comme la 8e merveille du monde. N'oublions pas que Sand est alors une star en Europe. Résultat, une fois guéri, Musset fait une scène abominable à Georges. Le couple se quitte fâché et Musset rentre seul à Paris. Georges reste avec Pagello jusqu'à l'épuisement de ses réserves financières, puis rentre à Paris avec son Italien. Sauf que là, Pagello, au bord de la Seine, il ressemble à un poisson hors de l'eau. Sa toquade passée, Georges renvoie son Italien en Italie. Il est temps pour elle de vivre l'épilogue de sa liaison avec Musset, des semaines de douleurs terribles. Elle assiste impuissante à leur amour qui fait naufrage et à la descente aux enfers de Musset. Enfin, le couple rompt définitivement. Sand se coupe les cheveux en signe de deuil. À cette époque, c'est l'équivalent d'une mutilation. Musset, quant à lui, écrit son chef-d'œuvre inspiré par leur passion, La confession d'un enfant du siècle. Après une liaison aussi violente, George Sand va connaître la tendresse d'un amour délicat. Par son ami Franz Liszt, l'écrivain rencontre les nouveaux artistes à la mode. Elle adore la musique et regrette de ne pas être capable de composer elle-même. Et voilà qu'elle découvre, lors d'un récital, Frédéric Chopin, un artiste sensible et timide. Elle est immédiatement sous le charme, mais ce n'est pas réciproque. Après leur première rencontre, il écrit même à ses proches qu'il la trouve antipathique. Mais l'écrivain ne s'avoue pas vaincu. Elle veut Chopin, et elle l'aura. Alors pour l'amadouer, elle paraît dans ses récitals vêtue à la polonaise pour lui rappeler ses origines, et elle dépose sur son piano un petit message dans l'espoir d'atteindre son cœur. Pour découvrir ce que Sand a écrit à Chopin, je crains qu'il ne vous faille écouter le second épisode. À très vite. George Sand est l'une des plus grandes auteurs français. Dans les années 1830, elle fait le choix audacieux de quitter son mari et de gagner sa vie comme écrivain à une époque où les femmes n'ont que deux options, le mariage ou le bordel. Habillée en homme, auteur à succès, amoureuse qui ne cache pas ses liaisons au tout Paris, George Sand casse les codes de la société et rencontre le succès. Après une idylle violente avec l'autre star de son temps, Alfred de Musset, Sand tombe amoureuse de Chopin, qui ne partage pas ses tendres sentiments. Je suis Virginie Giraud et je serai votre guide au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. George Sand, pour la liberté. Épisode 2, sentiments et politique. Le timide Chopin a peur de l'ouragan Sand. Il faut donc l'apprivoiser. Le plus simple avec les artistes, c'est encore de flatter leur ego. Le compliment est le plus court chemin vers leur cœur. Un soir de récital, Sand dépose un billet sur le piano de Chopin. Le Polonais l'ouvre et sourit en lisant les mots de l'écrivain, un message tout simple, mais qui le touche profondément. George Sand a simplement écrit « On vous adore ». Chopin a besoin de se sentir compris et aimé. Georges comble ses attentes. Plus tard dans la soirée, c'est elle qui le raccompagne chez lui, le plaque dos au mur sous une porte cochère et lui vole un baiser. Le pianiste est dérouté
et ému. Voilà, lui aussi, il est amoureux. Le couple va vivre son idylle à Majorque. Sacré déménagement. Il faut emmener le piano de Chopin au bout du monde, du moins c'est tout comme. Et que dire des habitants de Valldemossa qui regardent d'un mauvais œil cette famille recomposée avec ses 2 artistes et leurs 2 enfants. Mais l'hiver à Majorque n'a rien de romantique. Chopin contracte la tuberculose et Georges se retrouve à être le père de famille de 3 enfants. Elle doit tout gérer, mais au bout de quelques mois, il faut se rendre à l'évidence, leur place est en France. Pendant 8 ans, le couple Musset-Sand vit entre Paris et Nohant. Ce sont des années de tendresse. Nohant est une table ouverte fréquentée par Delacroix, Dumas père, Flaubert. Chopin y compose ses plus beaux préludes pendant le jour et Sand écrit pendant la nuit. Le couple ne dort pas ensemble, mais ils n'ont plus de vie érotique passé quelques mois de relation. Chopin s'attache aux enfants de Georges, surtout à sa fille, Solange. La pauvrette n'est pas aimée par sa mère qui donne toute son affection à son fils Maurice, qui lui ressemble comme un double. Solange, qu'elle surnomme la grosse, n'a que des reproches. Voilà pourquoi la jeune fille cherche à se marier très jeune avec le sculpteur Auguste Clessinger, une sorte d'Hercule au caractère bouillonnant qui prend sa riche belle-mère pour une vache à lait prête à rembourser ses dettes. Mais Sand n'a pas l'intention d'entretenir son gendre. Elle le met à la porte de Nohant et coupe les ponts avec sa fille. Cette situation désole Chopin qui refuse de cesser de voir Solange. Sand lui pose un ultimatum. Ce sera Solange ou elle. Ce triste marché signe la fin de l'idylle de Sand et Chopin. Le pianiste quitte Nohant et meurt 2 ans plus tard de maladie sans avoir revu son amante. Voilà les années 1840 qui vont bientôt commencer. En perdant son amour, Georges se découvre une nouvelle passion. L'écrivain s'est lié d'amitié, et sans doute un peu plus, avec son avocat, maître Michel de Bourges. Ce brillant orateur est un farouche républicain et un socialiste engagé. Il initie l'auteur de La Petite Fadette et de La Mare au diable à la politique. N'oubliant pas que sa mère vient du peuple, Georges est séduite par les idées de justice sociale. En républicaine, elle n'aime pas la monarchie de Juillet ni le roi Louis-Philippe qu'on caricature sous la forme d'une poire. Le souverain favorise l'essor des grandes compagnies sans penser au développement des droits sociaux. Résultat, les ouvriers, de plus en plus nombreux dans la capitale à cause de l'exode rural et de la révolution industrielle, qui vivent agglutinés dans les quartiers pauvres et sales de Paris, crèvent d'épuisement, de maladies et de faim. Cette situation révulse George Sand. Alors, depuis Nohant, elle suit avec enthousiasme les événements de février 1848. La révolution de 1848, c'est une réplique du séisme de 1789. Il s'agit encore de rétablir la République après une monarchie constitutionnelle qui ne s'est pas montrée à la hauteur de sa tâche gouvernementale, qui a laissé les inégalités sociales se creuser et qui éloigne le peuple des décisions politiques à cause du suffrage censitaire. Le 22 février, 3000 étudiants et ouvriers marchent ensemble en direction de la Chambre des députés pour signaler leur mécontentement. Le roi ordonne l'occupation de Paris par l'armée. Les jours suivants, l'insurrection monte et comme d'habitude, les Parisiens se livrent à leur exercice préféré, les barricades. On compte plusieurs dizaines de morts. Le palais des Tuileries est attaqué par la foule, rappelant les journées sanglantes d'août 1792. Louis-Philippe prend les devants et abdique en faveur de son petit-fils de 9 ans. Évidemment, cette mesure idiote d'un point de vue politique ne sert à rien. C'est une vaine tentative de conservation du pouvoir au sein de sa dynastie avant de partir en exil. La foule révolutionnaire prend le palais Bourbon et abolit la monarchie de Juillet. Le poète et politicien Alphonse de Lamartine, figure de proue du romantisme, proclame la Deuxième République, rédige la Constitution et impose le drapeau tricolore comme drapeau national à la place du drapeau rouge des insurgés. À Nohant, Sand la républicaine se réjouit. Avec Lamartine, l'humanisme arrive au pouvoir. Pour la première fois, le gouvernement va être aux mains des intellectuels. Lamartine est le chef du gouvernement. Il s'entoure de socialistes et de libéraux. L'une des premières réformes iconiques de la Deuxième République est l'abolition de l'esclavage dans les colonies. Il était déjà interdit en métropole depuis le Moyen-Âge, ne l'oublions pas. Le vote censitaire est remplacé par le suffrage universel et la peine de mort est abolie pour montrer qu'il n'y aura pas de nouvelle terreur, cet épisode sanglant qui a entaché la Première République. Dans l'effervescence de cette révolution,
George Sand lance son propre journal, La Cause du Peuple, dont elle finance elle-même la publication. Ses colonnes sont ouvertes à des intellectuels socialistes et plus généralement de gauche qui se soucient de la condition du petit peuple. Mais notez bien que le journal farouchement républicain qui ne parle que du peuple n'est rédigé que par des bourgeois et des aristocrates et lu uniquement par des intellectuels. Le sujet est louable, mais toutes ces belles âmes sont hors sol. Elles ne connaissent pas la misère de l'intérieur et font des promesses de progrès social rapide intenables. Eh oui, on ne résorbe pas le chômage d'un claquement de doigts et le passage de la journée de travail de 11 heures à 10 heures par jour ne permet pas de s'affranchir de l'épuisement qui détruit les ouvriers. Dès juin, le peuple se sent floué par cette gauche qui lui a promis monts et merveilles. De nouvelles manifestations éclatent, réprimées par les forces armées républicaines. On compte plus de 1500 morts. Ces échecs provoquent la montée en puissance des conservateurs et en décembre 1848, c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui est élu président de la République au suffrage universel masculin. Il n'y a que les naïfs pour être dupes. Le neveu de Napoléon veut restaurer l'Empire, même s'il faut admettre qu'il a un programme économique et social tout à fait intéressant. Et effectivement, le 2 décembre 1851, le jour de l'anniversaire du sacre de Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte fait un coup d'État et rétablit l'Empire. Pour les républicains, et plus encore pour les sympathisants de gauche, cette victoire de Napoléon III est un deuil. Pour stabiliser son pouvoir, l'empereur fait immédiatement arrêter et déporter 200 députés hostiles à son avènement. Beaucoup sont de gauche, bien sûr. Parmi eux, il y a Adolphe Thiers. De son côté, Victor Hugo s'est exilé pour échapper au pire. La presse est contrôlée et la censure empêche la critique du nouveau régime. Catastrophé, George Sand tente de profiter de sa célébrité pour amadouer l'empereur, lui écrire, le rencontrer, pour faire libérer ses amis. En vain. Mais il y a pire. Sand est conspué pour avoir osé parler à l'ennemi. On l'accuse de s'être déshonoré et d'avoir sali la République et ses idées. Voilà l'écrivain ostracisé, puni pour avoir pris une initiative et tenté la conciliation. Elle essaye cependant de faire passer ses idées politiques dans ses romans et dans ses pièces, mais elle prend petit à petit ses distances avec ses engagements. George Sand vieillit. Elle est maintenant la dame de Nohant. Elle vit une dernière histoire d'amour avec un jeune graveur passablement plus jeune qu'elle. Alexandre Manceau est le premier homme à prendre soin d'elle, à ne pas exiger d'être maternée. Pour la première fois, elle goûte à ce qui lui paraît un amour vrai, et elle est heureuse malgré la jalousie maladive de son fils Maurice. Lorsque Manceau meurt prématurément en 1865 de la tuberculose, l'écrivain sait qu'elle n'aimera plus jamais. Elle est désormais une dame un peu épaisse, aux traits alourdis par les ans, celle que le photographe Nadar a immortalisée sur ses clichés. Cette bonne grand-mère n'a plus de passion que pour ses petites filles dans sa belle demeure de Nohant. Elle fait des confitures avec le même sérieux qu'elle accorde à l'écriture d'un livre. En 1871, l'épisode sanglant de la Commune la dégoûte pour de bon de la politique. La République, ça ne devrait jamais être ça. Cette violence, ce sang versé. Le feu sacré de l'engagement n'est plus là. Nohant est un si beau domaine protégé dans son écrin de verdure. Son monde tout entier tient ici. Elle meurt à 72 ans en 1876 d'une occlusion intestinale dans sa maison chérie. Elle est inhumée dans le petit cimetière familial en présence de quelques intimes. Elle a pu revoir sa fille avant de mourir. Elle est partie en regardant cette verdure qu'elle aimait tant et à qui elle a consacré ses derniers mots. George Sand laisse derrière elle un immense héritage littéraire. Elle a vécu pour l'amour de la liberté et c'est sans doute sa passion pour la vie qui la rend si attachante. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Nicolas Gaspard. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Nathan Laporte et Marie Corpet. Et moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours en podcast sur votre appli favorite et tous les week-ends sur Europe 1 à 15h. À très vite.